Bonjour Christophe. Première question, comme d'habitude, l'état des forces en présence, est-ce que les nouvelles sont un petit peu meilleures que les semaines précédentes ou pas? Non, je pense qu'il va falloir un papier et un stylo pour tout marquer parce que j'ai peur d'en oublier. Donc, Traoré à Ouzou, au chaud, toujours forfait, s'ajoute à ce forfait danois euh, qui, euh, qui s'est blessé le week-end dernier. Des incertitudes à pas, des incertitudes au Pogard. Donc, ouais, beaucoup de pépins en ce moment. Et Danois et out. Danois out, ça risque d'être fin de saison. Hein. On est en train de voir, mais forte chance qu'il ait disputé son dernier match le week-end dernier. Qu'est-ce qu'il a? Une lésion au niveau du quadriceps. Et au niveau peut-être de Wouzou et Traoré, ça, comme ça remonte un peu leur absence, comment ça évolue aussi? Je pense que peut-être Lens, peut-être, je dirais bien, mais autrement, ce sera le match d'après. Juste cette longue liste, comment s'organisent un peu les semaines? On est au jour le jour, quoi, j'imagine. Oui. Comment on compose quoi dans... Ouais, on fait monter beaucoup de jeunes avec nous sur les séances pour qu'on soit un nombre suffisant. Mais c'est vrai qu'on a du mal à bien préparer de manière détaillée les choses parce que voilà, il y en a des joueurs qui sur la dernière séance demain, on l'a vu le week-end dernier avec Ocho avec qui on avait travaillé toute la semaine, qui a fait forfait, Clément qui a joué, pas à 100%, mais qui a tenu une heure. Là, on va voir demain, donc il faut s'adapter. C'est des moments de la saison où on sait que c'est difficile. Il y a des jeunes aussi qui montent avec nous et qui doivent, ben voilà, et ça leur permet à la fois de faire des groupes, à la fois d'avoir du temps de jeu comme le petit bâton d'eau. Donc à eux de saisir cette chance aussi. Et est-ce que vous ressentez au-delà des blessures peut-être cette usure forcément de cette fin de saison? Sûrement, il y a beaucoup d'explications, mais c'est vrai il y a des joueurs qui ont été surutilisés parce qu'à la fois ça fonctionnait et qu'il y avait peu de recours derrière. Donc voilà, c'est un ensemble. Je crois que c'est une analyse qu'on devra faire aussi à la fin de saison sur beaucoup de choses. Mieux vaut que ça arrive maintenant qu'avant, même si dans votre esprit de compétiteur, il y a envie d'aller chercher cette 9e place aussi quelque part. Ouais, on a envie de déjà très bien finir la saison, ça c'est déjà une bonne chose, une chose importante. Si on peut y arriver à rentrer dans cette première partie de tableau, ce qui serait très bien pour notre première saison en Ligue 1. Et puis surtout, on va jouer des équipes comme Lille ce week-end qui sont en lice pour la Ligue des Champions, d'autres le week-end d'après qui sont en lutte pour le maintien les week-ends d'après. Donc on se doit d'être aussi professionnel, mais surtout on est des compétiteurs et on a envie de s'étalonner une semaine après la différence de niveau qu'on a vu avec Lyon. Mais il faut être réaliste sur le match. Ben, on a envie de s'étalonner sur une équipe de même niveau encore et à l'extérieur. Donc ça met encore plus de difficultés, mais voilà, il faut y aller avec notre solidarité, il faut y aller avec notre envie, il faut y aller avec nos qualités aussi. Pour rapidement revenir sur les jeunes qui incorporent petit à petit le groupe en cette fin de saison, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la façon dont, je ne vais pas dire vous les supervisez, mais comment est-ce que vous décidez que tel ou tel peut participer, on vous fait des remontées Déjà, on a un très bon rapport avec le centre et avec la réserve, puisque Sébastien, notamment Puy-Grenier, assiste à toutes nos réunions de staff pro en début de semaine. Donc, on a des remontées, que ce soit en vidéo, on a des remontées par rapport aussi à leur vision sur les performances, j'allais dire, de chacun. Et quand on a besoin d'un poste pour un entraînement, c'est toujours en accord avec eux. C'est jamais nous qui décidons d'une manière unilatérale qui monte. Donc c'est toujours après une discussion. Et il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu là-dessus. Il y a la qualité des joueurs et surtout son état d'esprit sur lequel on est très vigilant. Notamment quand ils sont avec nous et qu'ils descendent avec les jeunes, on veut que l'état d'esprit soit irréprochable. Et puis voilà, je crois que les jeunes qui montent avec nous en ce moment sont des joueurs qu'on a ciblés depuis un moment
Mais là, le fait qu'il y ait beaucoup d'absences et de blessés, ça leur permet de monter. Mais il est pas rare qu'à chaque semaine, des jeunes montent avec nous s'entraîner. Donc, ça nous permet aussi de les voir. Ça fait plusieurs saisons que vous êtes à la GIA. Là, d'un point de vue jeune, on vit une saison assez exceptionnelle avec cette demi-finale de Gambardella, la Youth League pour la première fois dans l'histoire du club. Est-ce que vous aussi, vous sentez que ça monte en qualité? Alors, parfois, il y a différents paramètres qui font que, mais comment est-ce que vous jugez justement la qualité de la jeunesse du centre de formation depuis que vous êtes ici et surtout cette saison-là en particulier? Il y a un autre critère que vous avez oublié, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont dans les équipes nationales maintenant. Donc ça montre la qualité aussi des jeunes joueurs. Et je crois que ça, à la fois sur la qualité des joueurs, ça monte. Ça travaille de manière différente aussi avec le centre de formation. On s'aperçoit que voilà, la qualité du travail qui est faite là-bas à l'heure actuelle commence à porter ses fruits. Vous savez que quand on parle de jeunes, il faut être patient. Donc dans le travail qui est mis en place, ça peut pas du jour au lendemain éclore, mais je crois que tout le monde monte son exigence, tout le monde monte aussi en compétence, et ça c'est important. Je crois que la direction veut prendre ce chemin-là, mais donc ça veut dire que tout le monde doit suivre entre guillemets la locomotive qu'est l'équipe pro. Toujours, on le sait, la Ligue 1, et on doit le centre de formation doit avoir l'exigence de dire qu'ils veulent former des joueurs qui jouent là-haut, c'est-à-dire c'est pas simplement former des mecs qui jouent avec les pros. Je crois que on a montré qu'avec mon staff qu'on ouvrait la porte, donc ça doit les encourager aussi, et je pense que ça leur donne aussi beaucoup de dynamisme et de positif par rapport à ça. Mais je pense qu'avant tout, c'est la relation qui est importante. Ils savent exactement ce qu'on veut sur tel poste, les profils de poste, ils savent exactement ce qu'on veut sur l'état d'esprit de travail. Et donc à partir de là, le chemin est tracé, il est clair. Mais quand le chemin est tracé et clair et qu'il y a de la communication, les joueurs savent où c'est qu'ils peuvent aller ou pas. Et vous l'avez dit, ça se traduit avec l'équipe pro, avec des jeunes du centre de formation, des jeunes arrivés en post-formation. Est-ce que la GIA, selon vous, c'est un peu un modèle à suivre dans cet exemple-là, alors qu'il y a la crise des droits TV, que les clubs sont obligés de se réinventer pour faire venir de nouveaux joueurs, que au niveau des finances, c'est pas simple aussi? Ouais, je pense qu'on n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Mais nous, on sait comment il faut travailler. Déjà, je pense que vous avez parlé de l'ADN de la GIA. L'ADN de la GIA, ça a quand même été toujours ça. Je vais pas parler des années lointaines, mais on sait que ça, c'est un centre de formation qui a vraiment très très bien performé. Le fait que le club soit descendu peut-être en Ligue 2 pendant longtemps, il y a eu peut-être un dysfonctionnement quelque part. Maintenant, je trouve que ça repart bien dans la lignée de ce qu'il faut pour que le club performe à nouveau avec des jeunes formés au club. Mais je crois que l'histoire des droits télé, oui, il faut que les clubs, c'est pas qu'ils se réinventent, je pense qu'il faut qu'ils prennent aussi pour moi, c'est le travail d'un club professionnel aussi de former des jeunes, et je pense qu'il y a rien de mieux, à la fois parce que ça crée, j'allais dire quelque chose de très positif, parce que quand il y a un jeune du centre on va prendre l'exemple de Kevin Danois, quand il arrive et qu'il performe avec les pros, c'est pas parce que j'ai décidé qu'il allait performer. Et je crois que c'est parce que lui a montré des qualités, et je crois que ça doit donner un peu de baume au cœur aussi à tous les éducateurs qui l'ont formé. Parce que quand il y a un gamin qui réussit comme ça veut dire que tout le monde a amené sa pierre à l'édifice. Ça, c'est important, et ça crée du positif, et c'est un cercle vertueux qui doit se mettre en place. Il y a un autre élément positif de post-formation, un bel exemple aussi à suivre pour d'autres, c'est qu'il est la Sinayoko qu'on aura tout à l'heure. Tout à fait. Comment vous jugez un petit peu sa saison? Forcément, il y a des hauts, des bas, mais globalement, voilà, qu'est-ce qu'on peut en retirer un petit peu? Il y a Clément aussi qui est dans ce rôle-là. Il y a beaucoup de joueurs dans ce rôle-là aussi. La Cine, moi je trouve que il y a des hauts et des bas, mais comme tous les joueurs, la qualité de ce joueur-là, c'est que c'est un joueur qui est très très à l'écoute,
et qui veut toujours s'améliorer. Et parfois, des fois, ces bas correspondent au fait qu'il se met un peu trop de pression et qu'il veut encore en faire mieux. Et souvent, il force un petit peu les choses, il force son jeu, mais il est souvent meilleur quand il est naturel et relâché. Voilà, moi, je trouve qu'il fait une très bonne saison. Alors, bien sûr, il y en a qui le jugent que sur les statistiques, mais il fait un travail qui est colossal pour l'équipe. Moi, j'ai toujours le souvenir du premier match contre Nice où j'y avais demandé vraiment quelque chose de très, très particulier. Et il s'est sacrifié pour l'équipe, pour aider l'équipe à gagner le match. Mais je crois que on peut reprocher beaucoup de choses à Lassine, hein, sur peut-être son efficacité ou autre. Mais en aucun cas, quand on est coach, avoir un joueur comme ça, c'est très important parce qu'il est de telle générosité et il a un tel état d'esprit positif pour l'équipe que on sait qu'il apporte tout le temps. Qu'il débute le match ou qu'il rentre. Et je trouve que sa progression, elle est là. Il vient d'être papa en plus. On voit que ça le booste. Vous l'utilisez un peu de manière hybride, des fois sur le côté, des fois en avant-centre. Est-ce que vous aimeriez qu'il se fixe un peu plus quelque part ou pas? Et c'est quoi un peu les consignes sur ces joueurs offensifs de manière globale? On va pas rentrer. Ouais, mais je pense que c'est au contraire, c'est une force pour lui. Capable de jouer des attaquants axial, parce qu'il est capable, je trouve qu'il a beaucoup progressé dans la lecture du jeu, dans ce qu'il doit faire, dans l'attaque des espaces, dans le jeu de haut but. Il est capable aussi de jouer en dessous. Quand il marque ce week-end, c'est parce qu'il est en dessous, il arrive de son côté préférentiel. Mais voilà, je crois que il a aussi des joueurs à regarder. Je crois qu'un joueur comme Dembélé, même si je ne l'ai pas encore à ce niveau-là, mais c'est un joueur qui est capable de performer sur un côté, dans l'axe. On s'aperçoit que peut-être que le joueur, le football évolue, et peut-être que les joueurs avec des caractéristiques comme lui sont capables de s'adapter à plusieurs postes. Donc pour un entraîneur, c'est quelque chose de très intéressant. Et oui, un petit mot sur ce match contre Lille. Prendre exemple aussi du précédent, où c'est un peu les mêmes cylindrés, les grosses cylindrées du championnat. Oui. À l'aller aussi, vous aviez un petit peu souffert. Il y a Théo de Persin qui avait fait beaucoup d'arrêts, Paul Joly qui avait pris en rouge. Bref, voilà, c'est encore un gros match qui vous attend. Déjà, à l'aller, on avait joué à 10 pendant une mi-temps, déjà. Et puis, souffert, ça me paraît logique quand on joue ces équipes-là. Donc, il faut apprendre à souffrir pour apprendre à gagner les matchs aussi. Donc, quand on va souffrir dimanche, on le sait. Là, il y aura pas de surprise pour moi et pour l'équipe. Voilà, comme j'ai dit, on a rencontré dimanche dernier une équipe de Lyon qui nous a surclassé, notamment en deuxième mi-temps. Je le dis, il faut être objectif. On va voir comment on va pouvoir se comporter contre Lille, qui est du même niveau que Lyon et qui est en quête d'aller chercher les 3 premières places. Ils sont à un point de la 3e place ou 2, je crois. Donc, on s'attend à un match très très difficile. Maintenant, nous aussi, on doit montrer des qualités sur ces matchs-là, de jouer le match avec de l'allant, avec de l'envie, avec de solidarité, avec tout ce qui fait notre force en termes de qualité, en termes d'identité. Bonjour Lassine, pour commencer, on va peut-être revenir sur ce dernier match contre Lyon. Si mes comptes sont bons, ça faisait 17 matchs que tu n'avais pas réussi à tromper un gardien, en tout cas en Ligue 1. Est-ce qu'il y a eu ce sentiment un peu de libération au moment où tu marques quand même, après cette petite période sans but? Ouais, c'est sûr que quand ça fait longtemps qu'on n'a pas marqué, ça nous tient toujours à cœur, on est content. Personnellement, ça m'a fait super plaisir, mais j'ai pas pu bien le savourer car on perdait malheureusement, il fallait vite revenir au score. Mais c'est déjà ça de prix, donc ça engrange de la confiance pour le prochain match. Il y a cette période un petit peu, peut-être un peu plus difficile personnellement, ou en tout cas statistiquement, où aussi il y a un petit peu moins de temps de jeu quand Aubert était un peu plus préféré, peut-être à ton détriment. Comment on traverse tout ça? À quoi on se raccroche? Peut-être qu'on se réfugie encore plus dans le travail, j'imagine, c'est un peu ça. C'est ça, exactement, on perd pas confiance. On sait que si on est à ce niveau-là, c'est qu'on a les capacités. Donc, comme vous avez dit, on se réfugie dans le travail. On discute beaucoup sur ce qu'il faut améliorer, sur ce qu'il ne faut pas faire. Et à force de persévérance, ça finit par payer. Et quand ça paye, faut que ça paye le plus longtemps possible.
Et sur l'aspect mental, on sait qu'un attaquant, ça marche beaucoup à la confiance, c'est toujours des postes à part. Quand on en a un petit peu moins, comment on maintient tout ça aussi, la détermination et cet aspect confiance, quoi, surtout. C'est vrai que c'est pas évident. Après, on se raccroche sur certaines choses, sur le jeu qu'on propose, par exemple. Pour mon cas, j'étais satisfait de mes matchs. Malheureusement, il n'y avait pas de statistiques. Donc, je savais que ça allait venir, que ça allait finir par payer, et ça a été le cas, et ça va continuer. Le coach nous expliquait tout à l'heure que l'un des aspects où tu avais le plus progressé, c'était dans le fait que tu sois titulaire ou remplaçant, mine de rien, tes entrées ou tes titularisations étaient toujours probantes, quoi, que tu avais le même niveau d'exigence, d'implication et de relief par rapport à tes plus jeunes années. Est-ce que tu as l'impression d'avoir progressé là-dedans aussi, d'être un peu moins frustré quand tu es remplaçant, par exemple, et de pouvoir Ouais, mieux rentrer? c'est ça exactement. C'est avec l'expérience, avec l'âge, avec l'accumulation des matchs, on sait que garder la frustration et s'énerver, ça va pas nous redonner notre place. Donc on accepte, on digère et on se prépare au mieux pour, peu importe le nombre de minutes qu'on aura, à se donner à fond. Et c'est vrai que sur ça, bah, j'arrive à un peu mieux encaisser. Donc je suis content de moi, je suis satisfait parce qu'avant, c'est vrai que j'avais un très gros problème avec ça et c'est un bon point. C'est la maturité, tu dis, qui fait que voilà, tu arrives à prendre un peu plus de recul et à être voilà, aussi bon remplaçant que titulaire finalement. Ouais, peut-être la maturité, l'expérience, mais surtout la compréhension, parce que là, j'ai appris et j'ai surtout compris que m'énerver, ça allait, ou être frustré, ça allait rien m'apporter à part du négatif. Donc, j'essaye d'accepter la chose et j'ai un sentiment de revanche. Je me dis que, ok, j'ai été sur le banc, donc je vais essayer de prouver à tout le monde que je mérite de jouer. Voilà, les coachs ne regardent pas que les statistiques, ils voient aussi justement l'implication, le rayonnement, c'est ce que tu fais toi aussi. Et tout à l'heure, Christophe Pellissier nous expliquait que par rapport à cette efficacité, et c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément souvent, il, il trouve que c'est ta volonté de bien faire, parfois de trop bien faire, qui peut peut-être un peu te jouer des tours entre guillemets. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Tu ressens ça aussi? C'est vrai, je ressens ça totalement quand je regarde des matchs de haut niveau. C'est ça, les attaquants ils prennent leur chance même s'ils sont pas bien placés. Et peut-être que c'est mon défaut, mais je commence à comprendre qu'il faut prendre sa chance, prendre sa chance. Et c'est exactement ça. Si on tente pas, ça peut pas rentrer. Mais là, franchement, je commence à apprendre, je commence à grandir et même si c'est un peu tard, il est jamais trop tard pour apprendre. Donc, je suis satisfait. Franchement, on est en pleine ascension et on espère monter le plus haut possible. Et d'un point de vue personnel, il nous expliquait que tu étais tout jeune papa et on imagine que bon, les nuits sont parfois peut-être un peu courtes, je sais pas trop, mais à quel point ça te fait prendre aussi un peu plus de corps, de recul peut-être sur les choses aussi. Bah, c'est ça. Maintenant, quand je suis sur le banc ou quand les matchs sont compliqués, quand je performe pas, bah, je me rattache à quelque chose d'autre et ça me force à donner le meilleur de moi. Et franchement, c'est une bonne chose, hein. Et concernant les nuits, c'est pas facile, mais tout le monde est passé par là, donc on va pas se trouver ça comme excuse. Tu as un profil un peu particulier, hybride, tu peux jouer ailier, numéro 9. Comment tu vois ça aussi? Tu sens vraiment que c'est une force pour toi ou c'est aussi un peu frustrant d'être un peu baladé partout sur le terrain, entre guillemets? Comment tu vois ces choses-là sur ce Non, pas profil? du tout. Franchement, je suis super satisfait. Je me dis que c'est une force, que je puisse jouer à droite, à gauche, devant ou à deux devant. Et c'est comment, moi, peu importe où on me met, je suis content tant que je joue. Donc, c'est comme ça, je m'adapte, franchement. Et en plus, j'ai même pas de préférence. J'ai pas de, donc, peu importe si on me met, je vais essayer de m'adapter et donner le meilleur de moi-même. Mais sinon, c'est en aucun cas une faiblesse ou une chose de la sorte. On a parlé de l'aspect un peu humain, mais en tant que footballeur, tu les situes où les endroits où tu as beaucoup progressé, les secteurs où tu as beaucoup progressé cette saison? J'imagine que ça s'accélère quand on est en Ligue 1, forcément on Hmm. apprend plus vite, plus de choses. Oui, sur quoi tu penses avoir franchi un petit palier? Je pense dans la compréhension du jeu. J'arrive mieux à savoir maintenant quand est-ce qu'il faut appeler dans l'espace, quand est-ce qu'il faut décrocher. Et je pense que ça, c'est une des choses qui me manquait beaucoup plus avant.
Donc avant, je décrochais plus, je tentais des gestes un peu plus compliqués pour les caméras entre guillemets. Mais là maintenant, je sais qu'il faut être efficace, donc je donne le maximum et sans en faire trop. Donc je pense que c'est ça le plus gros aspect où j'ai progressé. Et tactiquement, du coup, comme tu évolues à différents rôles, l'intelligence de jeu, quoi, j'imagine. C'est important de répondre présent là-dessus et de montrer au coach, oui, que peu importe où tu es, ça changera pas le rendement collectif. C'est ça, comme j'ai dit, la compréhension du jeu, ce que je joue en pointe, bah, je vais moins devoir porter le ballon. Si je joue sur le côté, je vais plus devoir fixer, provoquer, centrer. Donc, c'est ça l'adaptation aussi, franchement. Et là où tu espères encore plus progresser, tu sens qu'il faut lâcher les chevaux dans quel secteur encore pour franchir d'autres paliers? Mettre des buts, hein. Je pense que c'est ce que tout le monde attend d'un attaquant et ce que tout le monde attend de moi. Donc, mais avant de mettre des buts, il faut se provoquer des situations, se créer des opportunités et ça va être dans ce domaine-là. Mais je pense que ça, c'est une question de réalisme, une question de chance aussi, entre guillemets, mais ça va finir par payer. Ça, je m'en fais pas pour ça. Tant que mon contenu il est bon, je me concentre plus sur ça et le reste, ça va venir avec le temps. Ouais, quand tu disais essayer de se procurer des situations et de frapper sans toujours vouloir trouver la très bonne position, c'est un peu ça, quoi. Pas vouloir rentrer avec le ballon dans le but, mais ouais. C'est ça exactement, ouais, parce que ça, j'en ai pris conscience à force de regarder les matchs, les buts qu'on voit tous les week-ends, c'est des buts c'est des personnes qui ont tenté leur chance et ça a payé, même si on le tente 10 fois, au final, si tu mets 2 buts, bah, tout le monde sera content, on va pas dire, ah, il a raté 8 fois, donc c'est sur ça que j'essaye d'accentuer le pas. Tu as des modèles d'attaquants dans le foot actuel là, sur lequel tu... Alors, tu essaies de te faire un nom, toi aussi, voilà, il y a une petite fierté aussi, mais dans ce que tu regardes, de qui tu as envie de prendre le plus dans Bah, le foot j'avais un actuel? joueur que j'aimais beaucoup, mais là, malheureusement, il s'était fait les croisés. C'était à Arsenal, c'était Gabriel Jesus. Parce que je trouve que c'est un profil assez similaire. Il va pas marquer énormément de buts, il va pas faire des saisons à 30 buts, etc. Mais dans le jeu, ce qui va en déviation, en remise, techniquement, bah, j'aime beaucoup ce profil-là. Et c'est dans ce registre que je veux performer. Et sur quoi tu essaies d'accentuer le travail pour essayer d'être plus décisif? C'est beaucoup de choses, hein, je sais, j'imagine, Euh, mais c'est des fois des gestes à améliorer aussi, peut-être techniquement, je sais pas. C'est ça, bah là, On comme se rend pas trop compte. la séance d'aujourd'hui, c'est les actions devant le but, mais c'est sous pression, contrôler, enchaîner rapidement, c'est plus ça, l'enchaînement rapide. Parce que si on fait un exercice mais qu'on prend tout notre temps, c'est sûr qu'on va marquer encore, mais c'est ça, on essaye avec Jib, avec le coach, tout le staff, on essaye d'accentuer là-dessus, enchaîner vite, rapidement, et voilà, je pense qu'à force de persévérance, et même si on regarde par rapport au début de l'année, je vois, peut-être vous le voyez pas moi parce que j'ai pas tout le temps l'opportunité de, mais si on regarde par rapport au début de la saison, bah, il y a énormément de progression et je suis vraiment satisfait et ça va finir par se voir en match. J'en profite de te poser la question, vu que tu es là. Tu seras en fin de contrat en juin 2026, si je ne me trompe pas. Où est-ce qu'on en est un petit peu sur ton avenir? J'imagine que forcément, vu ce contrat-là, il faudra rediscuter cet été. Est-ce qu'il y a une petite tendance qui se dégage? Voilà, est-ce que tu peux répondre là-dessus? Franchement, je sais pas encore, mais tout le monde me voyait partir la saison dernière. Au final, on a prolongé, donc on peut pas se projeter. Là, le club et nous tous, on était focus sur le maintien. Dès que tout ça se sera réglé mathématiquement, etc., peut-être qu'on discutera, mais là, personne ne le sait. Je peux pas me projeter dans l'avenir parce que j'en sais réellement rien.